À 60 km de Moscou ce dimanche, alors que la guerre en Ukraine fait rage, des milliers de familles insouciantes se pressent dans un parc d'attractions. Mais ici, les héros ne sont pas des personnages de fiction. Ce char flanqué de la lettre Z, signe de soutien à l'invasion en Ukraine, donne immédiatement le ton. Les jeux et les attractions servent à sacraliser l'armée russe et à renforcer le patriotisme. À côté de cette réplique d'un champ de bataille plus vrai que nature, Pose-le sur ton épaule. Feu! un stand de tir sur lequel les enfants peuvent tirer à blanc avec des armes de guerre. Je suis fière de lui, comme toutes les mères. Tirer avec une vraie arme, c'est cool. Il est intéressé par les armes. Il aime beaucoup ça. Ma préférée, c'est la Kalachnikov. C'est la plus populaire. J'aime aussi les fusils sniper parce qu'ils ont un viseur et qu'ils tirent très fort. Bienvenue au Patriot Park. Sur 1900 hectares, tout l'arsenal militaire russe est exhibé. Des chars les plus anciens aux missiles les plus modernes. Pour séduire les enfants, des simulateurs de camions de combat et de tanks. Au Patriot Park, ni hot dog ni hamburger. C'est ration de combat pour tout le monde. Papa, on peut changer de place? Tu veux changer de place tout de suite? Émerveillé, Sergueï découvre le parc pour la première fois, avec sa femme et ses 2 enfants. Il me semble que chaque pays devrait montrer à ses habitants ce qu'il possède. On est un grand pays, une grande puissance. Il y a plein de choses à admirer. Et en plus de ça, on peut les toucher. Ce projet faramineux à 330 millions d'euros a été entièrement financé par le ministère de la Défense russe. En 2015, il a été inauguré par Vladimir Poutine en personne. Je suis certain que ce parc va devenir un pilier de notre système éducatif militaire et patriotique pour la jeune génération. Dans l'esprit du président russe, ce parc nationaliste devait gonfler l'orgueil de son peuple et le préparer mentalement à la guerre. Un embrigadement qui fonctionne. Maman, c'est quoi ça? Cet homme vient chaque année avec ses enfants. C'est important de connaître son passé, pour ne pas faire d'erreurs à l'avenir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je veux que mes enfants sachent à quel point le nazisme est effrayant. Le parcours du parfait nationaliste se poursuit vers ce gigantesque édifice, la cathédrale des forces armées russes. En dessous des icônes religieuses, des tanks et des soldats en armes dans les bas-reliefs. Et à l'intérieur, d'immenses mosaïques qui retracent les grandes victoires militaires de l'armée russe. Ça, c'est l'année 45 lors de la victoire, au moment de la parade. Les bannières allemandes ont été jetées au pied du mausolée de Lénine, ainsi que les drapeaux du Japon militariste, vaincu lors de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci rend hommage aux conflits les plus récents. L'Afghanistan, la Tchétchénie, la Syrie et l'invasion de la Crimée en 2014. Chaque année, ce parc militaire et religieux, symbole des rêves de puissance de Vladimir Poutine, accueille des centaines de milliers de visiteurs. Alors que Poutine fait la guerre à l'Ukraine, comment le peuple russe vit-il le conflit ? Nous avons enquêté dans un pays totalement replié sur lui-même, mais dans lequel la majorité de la population continue de soutenir son président, comme Constantin et sa femme Paulina. On aime bien les Ukrainiens, mais on ne peut pas tolérer le nazisme.
Les plus radicaux vont même jusqu'à traquer et dénoncer les auteurs de messages anti-guerre. Ces salauds, ils font ça en cachette. J'aimerais bien en attraper un au moins une fois. Un climat de délation alimenté par la propagande martelée à longueur de journée dans les médias. Les soldats russes et les séparatistes gagnent du terrain et chassent les nationalistes. Sur les chaînes de télévision d'État, l'armée russe s'est présentée comme une force de libération du Donbass. Je les porte dans mon cœur. Ce sont mes petits soldats russes. Pour diffuser sa parole, le Kremlin possède sa voix officielle. Vladimir Soloviev, le propagandiste, agite sans cesse la menace nucléaire. La Russie ne disparaîtra jamais seule. Sauf que nous irons au paradis et vous pourrirez en enfer. L'Occident est diabolisé partout, jusque dans les musées. Bienvenue à notre exposition. Autant une chronique de la violence. Face aux pertes considérables de l'armée russe, le nombre de soldats tués en Ukraine est devenu secret d'État. Maman, ne pleure pas. On avait dit qu'on ne pleurait pas. Nous avons réussi à retrouver la mère d'un soldat tué et découvert que le Kremlin achète à prix fort le soutien des familles. On a reçu plus de 200 000 €. Dans un régime qui se durcit, les manifestants sont arrêtés. Vladimir Karamurza, un célèbre opposant, risque 10 ans de prison. Voilà, c'est là où il y a les fils barbelés. Vadim, son avocat, se bat pour le faire libérer. Les peines sont lourdes, pire que sous l'époque soviétique. Entre nationalisme, propagande et répression, voyage dans la Russie de Poutine, le dictateur qui manipule son peuple. À Moscou, ce 9 mai 2022, le pays entier s'apprête à célébrer la victoire contre le nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce quartier résidentiel, en périphérie de la ville, une famille attend avec impatience cet événement. Je vais mettre un pull après. Constantin est ingénieur, sa femme Paulina mère au foyer. Il participe chaque année au Régiment Immortel, un rassemblement patriotique. Le ruban de Saint-Georges était décerné dans la Russie tsariste et à l'époque soviétique à des soldats particulièrement distingués. Comme des millions de foyers russes, Constantin et sa femme célèbrent le 9 mai en famille, avec leurs 3 enfants. Goga, Goga, viens manger. Viens ici. Les soldats doivent manger correctement. Sinon, ils ne peuvent pas aller au combat. Avec ses 26 millions de morts côté soviétique, la guerre contre l'Allemagne nazie est un profond traumatisme pour la plupart des Russes. C'est un jour particulier, car il s'agit du souvenir de nos ancêtres, du souvenir des guerres que notre pays a dû endurer. Et ces guerres que nous avons traversées ont été très dures. Nous ne voulons pas qu'il y en ait d'autres. Cette année, l'événement a un retentissement particulier, car pour justifier l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine prétend depuis des années que le pays est gouverné par des nazis, comme lors de son discours prononcé un peu plus tôt sur la place Rouge. Je veux m'adresser à nos forces armées et aux milices du Donbass. Vous vous battez pour le futur de notre mère patrie, pour que personne n'oublie les leçons de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de place dans le monde pour les tortionnaires, pour les escadrons de la mort et les nazis. Cette instrumentalisation de l'histoire fonctionne à merveille. Hurrah! Je l'ai bien évidemment écouté. C'était un discours très important, très sérieux. La situation politique actuelle est très liée aux années précédentes, à la Grande Guerre patriotique et à la Première Guerre mondiale. Historiquement, c'est très lié.
Pour la grande marche du régiment immortel, Paulina et Constantin ont préparé ces pancartes. Elles rendent hommage à leurs ancêtres qui ont combattu dans les rangs de l'armée rouge. On va les emmener au régiment immortel. Ici, c'est la famille de mon père, ce sont les Zotov. Dimitri Ivanovitch Zotov, mon grand-père. Et là, la famille de ma mère, les Sizov. Ça, c'est Pavel Vassilievitch Sizov. Il a fait la guerre comme lieutenant-colonel dans les télécommunications et il a été récompensé. Voici sa veste, celle qu'il portait le jour de la victoire, chaque année, jusqu'à sa mort. Pour Paulina, la nouvelle génération doit impérativement être à la hauteur des héros du passé. Voici l'armée de la jeunesse. C'est Ivan, notre fils. Il fait partie de cette organisation. Regardez son portrait en uniforme. Seriez-vous prête à envoyer Ivan à la guerre lorsqu'il sera grand ? A-t-on réellement le choix ? Je ne le crois pas. On doit défendre sa patrie. Si on met nos enfants au monde, ce n'est pas pour les surprotéger, pour qu'ils fassent n'importe quoi, ou bien simplement pour faire joli. On les met au monde pour qu'ils puissent servir. Ils doivent servir leur patrie et poursuivre le travail que leurs ancêtres ont commencé. Cette militarisation des esprits, et en particulier de la jeunesse, est une obsession de Poutine depuis 2015. La famille rejoint l'immense cortège dans le centre de Moscou. À quelques centaines de mètres de Constantin et sa femme, sur la place rouge, le maître du Kremlin, qui brandit une photo de son père blessé pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque année depuis 2015, il prend la tête de ce régiment immortel. Derrière lui, près d'1 million de personnes marchent fièrement. Nous avons un grand sentiment d'unité et de fierté pour notre peuple, pour notre terre. Nous sommes prêts à les défendre avec ceux qui le font aujourd'hui et ceux qui l'ont fait par le passé. Si la situation l'exige, on se mettra à la hauteur des événements. Comme chez Paulina, la guerre en Ukraine est dans tous les esprits. Et le soutien à l'armée russe indéfectible dans le cortège. C'est très important, surtout cette année, parce que nous devons soutenir les personnes qui en ce moment même protègent notre pays. Vous savez très bien où. Dans une ambiance nostalgique de l'URSS, les centaines de défilés du régiment immortel ont rassemblé plus de 10 millions de personnes dans toute la Russie. La propagande guerrière du Kremlin est également martelée à longueur de journée dans les médias d'État, notamment sur la chaîne publique Rossiya One. Chaque soir, Vladimir Soloviev, le journaliste le plus célèbre du pays, y anime une émission pendant plus de 3 heures. Dans une mise en scène à grand spectacle, il se lance dans de violentes diatribes. L'Occident a déclaré une guerre totale pour détruire la Russie. Ce n'est pas un conflit militaire, c'est un conflit de civilisation. Ils veulent nous rayer de la carte. Proche du pouvoir, Soloviev est l'un des seuls journalistes autorisés à interviewer le président. Des entretiens toujours très complaisants. Dans celui-ci, réalisé en 2015, les deux hommes préparent déjà les esprits à la guerre. A-t-on réussi à alerter nos collègues européens sur l'idéologie nazie qui commence à prendre de l'ampleur à Kiev ? Ils essayent de ne pas voir. Mais je pense que c'est une volonté délibérée de leur part.
Le propagandiste pro-Kremlin anime aussi une émission sur une radio d'État, Vesti FM. Les locaux sont étroitement surveillés par des agents du FSB, les services secrets russes. Sur les murs de la chaîne de radio, la ligne éditoriale est clairement affichée. Vous voulez un thé, un café? Non merci, ça va. Du vin peut-être? Non, tout va bien. Ouais, c'est bizarre, ce n'est pas français. Quand tout va bien, ça ne paraît pas français. Ça, ce n'est pas à moi. Qui est-ce? Ah, c'est l'un de nos gars qui a fait ça. Et qui est la cible? C'est juste une cible, personne en particulier. Soloviev, la voix officielle du Kremlin, est suivi par des millions de foyers russes. La part d'audience hier soir, c'est 24-25%. Ouais, on peut dire que les gens adorent mon émission. Ça doit faire quelques millions de personnes. Mon métier est toujours le même. C'est dire aux gens la vérité. Depuis 8 ans, les habitants du Donbass et les Russes, les Ukrainiens et les autres, les gens qui parlent russe ou qui sont de culture russe se font massacrer par un gouvernement ukrainien de nazis. Obsédé par un ennemi imaginaire, le propagandiste affirme avoir été victime d'une tentative d'assassinat 2 jours plus tôt. C'est le FSB qui m'a rapporté l'affaire. Il y a 2 jours, 6 personnes ont été arrêtées. Elles travaillaient pour le compte des forces spéciales ukrainiennes et des conseillers de la CIA. Elles voulaient faire exploser ma voiture et ensuite finir le travail. L'arrestation du commando terroriste par le FSB a été retransmise sur toutes les télévisions d'État. Mais cet attentat déjoué ressemble à une grotesque mise en scène des services secrets russes. Parmi les pièces à conviction retrouvées, tout l'attirail du parfait terroriste néo-nazi. Des drapeaux, un portrait d'Hitler, des armes, ainsi que des faux passeports. Mais un détail semble trahir la mise en scène. Ces pochettes de jeux vidéo Sims, elles auraient été confondues avec des cartes SIM de téléphone par les agents du FSB, chargés de disposer les indices. Malgré l'évidence d'un complot grossier et sans avancer aucune preuve, Soloviev affirme connaître le commanditaire. Il y a un homme en ce moment qui est adulé à l'Ouest. Il est bien connu sous le nom de Volodymyr Zelensky. Soloviev, le fidèle serviteur de Poutine, fait l'objet de sanctions économiques européennes. Estimées à 8 millions d'euros, ces 3 villas sur le lac de Côme en Italie ont été gelées. De manière détestable, il assimile cela à de l'antisémitisme. Vous savez, en tant que juif, quand j'ai appris que mes propriétés en Italie avaient été gelées, je me suis dit « Waouh, c'est pas vraiment une surprise ». Depuis des siècles, l'Europe saisit les propriétés des Juifs. Quelle loi ai-je enfreint? Quel genre d'activité criminelle ai-je commis? Mais ni les sanctions, ni les pseudo-tentatives d'assassinat n'ont entamé le soutien sans faille du présentateur au Kremlin. Quelle serait l'utilité d'un monde sans une place pour la Russie? La question que l'on me pose souvent est « Oh, ça veut dire que vous êtes prêt à déclencher une guerre nucléaire ?» Laissez-moi vous répondre simplement. La Russie ne disparaîtra jamais seule. Mais nous savons très bien que nous irons au paradis, et vous, vous pourrirez en enfer. Dans une Russie en guerre, l'Occident n'est plus seulement diabolisé dans les médias.
Il l'est jusque dans les lieux culturels. À Moscou, le musée d'histoire contemporaine propose cette exposition éphémère, intitulée OTAN, Chronique de la cruauté. Elle a été organisée par le ministère de la Défense russe, 6 semaines après le début de la guerre. Faute d'autorisation officielle, nous filmons au caméscope. Merci beaucoup. En nous faisant passer pour des vidéastes amateurs. L'entrée est gratuite. Nous payons simplement 10 € le droit de filmer. Sur les fresques murales, les soldats américains sont dépeints en guerriers sanguinaires. Pour plonger les visiteurs dans l'ambiance, des haut-parleurs diffusent en fond sonore des avions bombardiers en approche. Bonjour à tous et bienvenue à la dernière exposition de notre musée, OTAN, une chronique de la violence. Ce matin, un guide fait visiter l'exposition à cette classe de lycéens moscovites. En pull bleu, leur professeur d'histoire. Nous allons parler de la politique d'un pays en particulier, qui exerce une hégémonie sur l'OTAN, les États-Unis d'Amérique. Message principal de l'exposition, montrer que l'OTAN et les États-Unis sont des agresseurs. Première vitrine, l'utilisation de la bombe nucléaire contre le Japon en 1945. Puis, vient la guerre du Vietnam. Il s'agissait d'une opération de bombardement aérien du Vietnam dans le but de liquider la République démocratique du Vietnam, c'est-à-dire la partie communiste du pays. Des photos insistent sur les atrocités commises lors de ces guerres, comme en Serbie en 1999, ou encore en Afghanistan en 2001. De 1991 à aujourd'hui, 14 nouveaux États ont rejoint l'Alliance Atlantique. Globalement, la politique de l'Alliance est devenue beaucoup plus audacieuse, disons même beaucoup plus agressive. Clou de la visite, ces objets, soi-disant retrouvés sur le champ de bataille en Ukraine. Des radios, des téléphones satellites, ainsi que des missiles anti-chars de fabrication occidentale. Une fois de plus, cela montre que le trafic d'armes des pays de l'OTAN vers l'Ukraine est en constante augmentation. Bien que rien ne l'atteste, le guide affirme que l'Occident fournirait du matériel militaire à des organisations néo-nazies. Ces moyens techniques tombent entre les mains d'organisations telles que les forces spéciales Azov, dont vous pouvez voir l'attirail dans cette vitrine. Il y a une plaque d'immatriculation, des drapeaux trouvés dans un véhicule Azov et le casque d'un des combattants du régiment, avec des inscriptions SS. Les lycéens sont très réceptifs à la propagande du ministère de la Défense russe, selon laquelle l'OTAN serait responsable de la guerre en Ukraine. Je suis un peu surpris de ce que l'OTAN a fait, des actes qu'elle a commis. Bien sûr, la Russie en a commis aussi, notamment en Tchétchénie et ailleurs. Mais l'OTAN, c'est autre chose, c'est bien pire. Tu ne le savais pas avant ? Non, je savais certaines choses, mais je n'étais pas au courant de tout. Ce sont mes étudiants. Nous n'avons pas encore abordé ces thèmes en classe. Mais nous allons le faire, c'est sûr. Tout le monde est très intéressé par ces sujets. Que pensez-vous de l'exposition ? Dans l'ensemble, je la trouve instructive. C'est très révélateur et très important. Il faut bien évidemment en parler. Le gouvernement et le pays doivent en parler et montrer de telles choses. La propagande poutinienne se diffuse également dans les zones rurales. À 4 heures de route au sud de Moscou, dans la région de Toula, les habitants vivent essentiellement de l'agriculture. Une berline de luxe allemande perturbe le calme des environs. Au volant, Constantin,
l'ingénieur moscovite, qui file à vive allure sur les petites routes de campagne. C'est du rock russe. Ça dépend de mon humeur. J'étais moi-même rocker dans ma jeunesse et je chantais dans un groupe. Le rock pour moi c'est un exutoire, ça me procure de l'adrénaline et des émotions fortes. Chaque week-end, il s'échappe de la ville pour se rendre dans cette région, qu'il affectionne particulièrement. Ces villages ont énormément changé au cours des 20 dernières années. Poutine est à l'origine de ce processus. Dieu merci, il a dirigé, il a rassemblé le pays et a mobilisé des ressources pour qu'il se développe. Constantin s'est offert cette maison de campagne il y a 4 ans, à Manaenki, un petit village qui abrite quelques âmes. Il y retrouve sa belle-mère et sa femme, Paulina. Je vais en mettre un peu dans la tasse. Je prends ces clés? Oui. Chaque dimanche, ils se rendent à l'église orthodoxe du petit village. Le prêtre est merveilleux là-bas. Ah oui, on a chanté avec lui. Il chante très bien. C'était très beau. Vous comprenez, l'église c'est un mode de vie. Ce n'est pas un rituel qu'on fait juste comme ça. C'est une façon de penser, une façon de vivre. C'est notre civilisation. Et elle est perçue aujourd'hui comme quelque chose d'archaïque. Mais en fait, c'est notre base. Constantin est très investi dans la paroisse. Avec sa femme, il participe financièrement à la rénovation de cette église du 19e siècle. Ah, mon père! Voilà le père. Il est venu avec son fils. Constantin est sacristain. Avec Oleg, le prêtre, ils vont recevoir une dizaine de fidèles pour 1 heure de prière. Père, bénissez-moi. Dieu te bénisse maintenant, pour toujours et à jamais. Les 2 hommes de foi cautionnent la guerre menée en Ukraine. Nous aimons les Ukrainiens, mais nous ne pouvons pas tolérer le nazisme. Nous ne pouvons plus regarder cela calmement. Nous l'avons observé et supporté pendant longtemps. Mais maintenant, on doit faire face à la question. La situation en Ukraine aujourd'hui montre qu'avant toute chose, la source de tout mal, c'est la désunion des peuples. C'est la désunion et l'éloignement de Dieu. Ces propos sont calqués sur ceux de Kirill, le patriarche de Moscou. Le chef de l'église orthodoxe russe fait partie du cercle proche de Poutine et serait riche à milliards. Dans un sermon enflammé le 27 février dernier, il apporte une caution religieuse à la guerre. Que Dieu empêche que la situation politique actuelle en Ukraine fasse triompher les forces du mal qui ont toujours combattu l'unité de la Russie et de l'Église russe. Des propos belliqueux qui résonnent au sein de la population russe. Constantin et Paulina ont commencé à pratiquer la religion assidûment après leur mariage. Depuis la chute de l'URSS et le déclin de l'idéologie communiste, la Russie connaît un fort regain religieux. Aujourd'hui, 80% des Russes se déclarent orthodoxes, 4 fois plus qu'il y a 30 ans. Наших православных сродников, всех воинов православных, жизнь свою за веру и Отечество положивших, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ce jour-là, l'essentiel des prières s'est dirigé vers la guerre en Ukraine. Спаси все, Господи. À proximité de sa maison,
Constantin a également fait construire ce grand bâtiment, qui fait sa fierté. Allez, on en attrape un gros? À l'intérieur de ces grandes cuves d'eau douce, Constantin élève des poissons-chats. On regarde si les spécimens sont sains, s'ils ne sont pas malades, s'ils se sentent bien. Il les vend à des restaurants dans toute la Russie. Et il affirme ne pas être impacté par les sanctions économiques prises contre son pays. Les sanctions existent, mais elles sont loin. Et en fait, elles ont uni les gens. Nous sommes capables de bien mieux nous développer lorsque nous sommes sous pression. Alors on dit merci à l'Europe. Nous les Russes, on n'est pas seulement habitués aux crises, on est immunisés contre. La mise au ban économique de la Russie n'a fait que renforcer le soutien de Constantin à son président. Vladimir Poutine n'a jamais goûté nos poissons. Il n'est jamais venu ici, mais si l'occasion se présente, nous serions très heureux de le nourrir. Joe Biden aussi. Je lui donnerais bien à manger pour le soigner, car il fait vraiment des choses étranges ces derniers temps. Il faut qu'il parte à la retraite. Chez Constantin, les préoccupations politiques sont toujours au cœur des discussions familiales. Tu veux du thé? Oui, je veux bien. Le soir, au moment du repas, Est-ce que je peux regarder Soloviev? sa belle-mère s'abreuve des émissions de Vladimir Soloviev, la voix du Kremlin sur la chaîne d'État Rossiya One. Pour eux, les règles du jeu sont les suivantes. On vous blâme, on vous sanctionne, on vous vole. Et vous allez nous frapper avec l'arme nucléaire? Il a raison. Je l'aime bien. Parce qu'en fait, il est très proche de la réalité. Vous comprenez? Soloviev remet tout à sa place très méthodiquement. C'est ça que j'aime chez lui. Constantin, lui, trouve le présentateur star légèrement radical. J'ai le droit de critiquer Soloviev? Ah non. Et pourquoi pas? Il ne parle qu'avec ses émotions. Et il répond souvent à ses amis et à ses adversaires de manière assez dure, assez rustre. Il préfère s'informer avec des vidéos complotistes sur les réseaux sociaux. Les intervenants, qui arborent fièrement la lettre Z, y propagent de fausses informations sur la guerre. Voilà, c'est là où je trouve la vérité. Je suis abonné à des pages publiques ukrainiennes ainsi qu'aux actualités russes. Constantin ne croit pas à l'implication de l'armée russe dans le massacre de Boutcha. Selon lui, l'armée ukrainienne serait responsable de la mort des 400 habitants de ce petit village au nord de Kiev. Dès le premier jour, ils ont dit que c'était la Russie. Mais il y a encore beaucoup de questions en suspens. Comment est-ce possible? Maintenant, on est sûr que les gens qui ont été tués là-bas sont morts à cause d'obus de mortier. Et tout prouve que la Russie n'a pas tiré de mortier à cet endroit. Seule l'Ukraine l'a fait. La Russie est devenue un monde à part, où règnent les contre-vérités, et dans lequel aucune voix dissonante n'est tolérée. Depuis une loi votée le 4 mars, toute critique de l'armée ou de la guerre peut valoir jusqu'à 15 ans de prison. Mais les opposants ne sont pas seulement pourchassés par les autorités. De simples citoyens ont décidé de les harceler et taguent leurs portes de la lettre Z. Parmi les voyageurs de ce train de banlieue, Dans une demi-heure, ouais. Une demi-heure, ok, salut. Gosha, 40 ans. Il est comédien, mais ce n'est pas son métier qui occupe la majeure partie de ses journées. Il dirige un groupuscule nationaliste qui serait impliqué dans ces actes de dégradation. Vu que ce n'est pas vraiment des méthodes légales, je ne ferai pas de commentaires. Mais disons-le comme ça. Quand on est à proximité des gens et qu'on fait ce genre de choses, ce n'est pas parce qu'on est des hooligans. On veut juste les identifier.
Parce qu'en règle générale, ceux qui s'opposent aux actions de l'armée russe, ils cherchent à se cacher. Aujourd'hui, le fervent supporter du régime poursuit sa traque des opposants. Hier, des citoyens nous ont appelés. Ils nous ont dit qu'à Dolgoprodny, il y avait beaucoup d'inscriptions, comme non à la guerre, ou pour le génocide du peuple du Donbass, des trucs dans ce style-là. Arrivé sur place, en banlieue de Moscou, Gosha retrouve Piotr, un autre membre de son groupe. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Alors, montre-moi où c'est. C'est par là-bas. Ok, on y va. Comme à chaque fois, Gosha filme tous ses faits d'armes. Hier, des citoyens préoccupés nous ont signalé qu'il y avait des inscriptions à cette station pour le génocide du peuple du Donbass. Oui, contre notre armée, contre la Russie. Il y a une sorte de mouton noir qui vit ici quelque part, qui se balade et chie sur la Russie. Ces messages, les voici. Un non à la guerre et le symbole Z, barré en rouge. Insupportable pour Gosha, qui se sent investi d'un devoir patriotique. L'activiste nationaliste s'empresse d'appeler la police. Bonjour. On aimerait faire venir une brigade de police pour qu'ils viennent constater et que des mesures soient prises pour enlever toutes ces inscriptions. 3 quarts d'heure plus tard, 2 agents de la police municipale arrivent à la gare. Bonjour. Gosha et Piotr, en bons petits soldats, les dirigent vers les tags pacifistes. Tout le monde semble sur la même longueur d'onde. Ces salauds, ils font ça en cachette. J'aimerais bien en attraper un au moins une fois. Une délation qui rappelle l'époque soviétique, lorsque les opposants étaient désignés comme ennemis du peuple. Ce n'est pas une guerre, c'est une opération spéciale pour combattre le fascisme. Oui, c'est un fake, c'est une violation de la loi. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3 et encore un sur le côté là-bas. L'agent de police récolte les preuves pour retrouver les auteurs de ces inscriptions. Pour ces messages pacifistes, il risque une lourde amende, voire une peine de prison. Si nous arrêtons l'auteur, la décision reviendra à notre direction, pour être accusé selon le code pénal. Notre tâche consiste juste à le trouver, l'arrêter et le ramener, c'est tout. On y travaille et on continuera. Leur mission terminée, les policiers remercient chaleureusement les 2 délateurs. Patriotes ou pas, ce sont des gens qui aident la police. Ce sont des citoyens consciencieux. Suite à cette loi très répressive du 4 mars qui interdit la diffusion de fausses informations, tous les médias russes indépendants ont été fermés. La radio Echo de Moscou comptait plus de 2 millions d'auditeurs. Tatiana Felgenauer y animait une émission matinale quotidienne. Elle est l'une des rares journalistes à être restée en Russie, malgré les risques. La propagande nous cible directement, y compris moi, pour dire que nous sommes des ennemis du peuple, que nous sommes des traîtres à la nation, que nous devrions être les premiers à être punis ou qu'on devrait s'en prendre à nous. J'évite de me demander si j'ai peur pour ma vie ou pas. J'essaye simplement d'évaluer les risques. Courageusement, Tatiana continue d'exercer son métier. Elle a transformé son petit appartement moscovite en studio d'enregistrement. Voici à quoi ressemble mon lieu de travail maintenant. C'est mon studio. Oui, c'est un peu différent de la salle de rédaction à laquelle je suis habituée, mais c'est ainsi que beaucoup de gens travaillent aujourd'hui. Un simple micro et quelques éclairages grâce auxquels Tatiana alimente sa chaîne YouTube. Dans le monde parfait de Poutine, vous devriez lire uniquement les infos du ministère de la Défense et ne regarder que les émissions de Soloviev. Dans ses vidéos, elle tente de contrer la propagande d'État. Je pense que c'est très important d'améliorer la manière dont la population s'informe. Mais malheureusement, les gens sont paresseux.
On leur a littéralement lavé le cerveau pendant des années. Et ils ne peuvent pas se passer de ce monde, de la télévision maintenant. Rien d'autre ne les intéresse. En Russie, les réseaux sociaux occidentaux ont été bloqués. Impossible d'y accéder sans VPN, un logiciel qui permet de masquer son identité en ligne. Sans VPN, essayons d'ouvrir Facebook. Maintenant, sans VPN, essayons d'ouvrir Twitter. Impossible d'ouvrir la page. Et maintenant, avec le VPN... Voilà. C'est totalement dingue. On vit dans une sorte de maison de fous. On nous parle de liberté d'expression, de la grandeur de la Russie, et en même temps, tous les médias sont bloqués. Ce jour-là, au bout du fil, un ami journaliste de Tatiana, réfugié en France. Il travaillait pour la chaîne indépendante Doj TV, également fermée par le pouvoir. Je sens le danger de plus en plus proche. Mais c'est pour moi très important d'être en Russie. Pour voir comment la situation évolue et la sentir en quelque sorte du bout des doigts. Mais en même temps, le sentiment de danger et la nervosité sont beaucoup plus forts. Quelques semaines après notre tournage, Tatiana a finalement fui la Russie. La journaliste est partie dans un pays étranger, qu'elle ne souhaite pas révéler par précaution. Ok, merci. À cause de la répression, 200 000 Russes auraient fui le pays depuis le 24 février. Et les derniers opposants sont jetés en prison, comme Vladimir Kara-Murza, arrêté à Moscou le 11 avril dernier. Un mois plus tôt, cet ancien journaliste, devenu fervent opposant à Poutine, Mes chers amis, c'est un honneur d'être ici. Critique frontalement l'intervention en Ukraine, devant le Congrès de l'Arizona, aux États-Unis. Aujourd'hui, le monde entier voit ce que le régime de Poutine fait à l'Ukraine. Les bombes à sous-munitions sur les zones civiles, les bombardements des maternités, des hôpitaux, des écoles, tous ces crimes de guerre, parce que ce sont des crimes de guerre, sont commis par le régime dictatorial du Kremlin. Dès son retour à Moscou, il est désigné comme agent de l'étranger et inculpé pour diffusion de fausses informations. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Vadim Prokhorov, son avocat et ami, est le seul à pouvoir lui parler. Nous vivons actuellement au cœur de la dictature illégale et illégitime de Poutine, qui n'est pas fondée sur le droit. Nous sommes en train de passer d'un régime autoritaire à un régime totalitaire, avec les prémices d'un régime fasciste. Un jour sur deux, Vadim va rendre visite à son client, à 1 heure de Moscou. Il est dans ce que l'on appelle le centre de détention provisoire numéro 7, où nous allons maintenant. Et les règles de visite y sont assez compliquées. Quand vous allez voir votre client le matin, vous n'êtes pas sûr de pouvoir lui rendre visite ce jour-là. Parce qu'il y a beaucoup de prisonniers. Vadim s'inquiète pour le sort de son ami, car il aurait déjà été victime de 2 tentatives d'empoisonnement. La dernière fois en 2017, par des substances non identifiées. Il a été empoisonné de la pire façon possible. Ce n'est pas un secret. Vladimir a été dans le coma pendant plus d'1 mois et demi. Il y avait 5% de chances qu'il survive, et il a survécu. Vladimir Kara-Murza n'a plus aucun lien avec sa femme et ses 3 enfants réfugiés à l'étranger. Et les retrouvailles ne sont pas vraiment à l'ordre du jour.
Il est important de préciser que le nombre d'acquittements en Russie est inférieur à 0,5%. Ce n'est le cas nulle part ailleurs dans le monde, même pas en Afrique. Regardez, c'est ici que commence le centre de détention. Voici les barbelés. C'est l'entrée principale. Aux abords de l'établissement pénitentiaire qui abrite une centaine de détenus de droit commun, nous quittons Vadim. Il va patienter 4 heures avant de s'entretenir avec son client. Nous le retrouvons quelques heures plus tard. Vladimir Kara-Murza tiendrait le choc. Ce qui est sûr, c'est qu'il est pratiquement impossible de le briser, de quelque manière que ce soit. C'est un homme intègre, un homme qui a du courage. Ce n'est pas seulement un optimiste dans l'âme, comme je peux l'être aussi d'ailleurs, car je suis contaminé par son énergie et son optimisme. Nous allons tous mener le combat. Selon la loi du 4 mars, Vladimir Kara-Murza risque 10 ans de prison. Cette loi interdit également de parler du nombre de soldats russes qui ont péri en Ukraine. Selon le ministère de la Défense russe, seulement 1351 auraient été tués. Un chiffre qui serait totalement sous-évalué. Seule certitude, les soldats morts au front sont pour la plupart très jeunes et proviennent des campagnes pauvres et isolées. Comme dans la région de Leningrad, à 700 km de Moscou. Dans le cimetière de la petite ville de Louga, un hommage se tient devant cette tombe recouverte de fleurs. Nikita avait 20 ans. Il faisait partie d'une unité de chars et a été tué dans le Donbass le 28 mars dernier. Selon la tradition orthodoxe, 40 jours après la mort, l'âme du défunt monte au ciel. Nikita était le fils aîné de Nastia. C'était un garçon très gentil, accueillant, amical. Il venait toujours en aide à tout le monde. Irina, sa grand-mère, peut difficilement contenir sa peine. Dès que je vois une photo de lui, j'ai juste envie de la récupérer et de la garder pour moi. Maman, ne pleure pas. On avait dit qu'on ne pleurait pas. Êtes-vous fière de votre petit-fils? Bien sûr, bien sûr. J'ai élevé mon petit-fils pour que ce soit un homme, pour qu'il puisse défendre sa terre, défendre son peuple, défendre les femmes et les enfants. Voilà pourquoi on est fiers. On n'éprouve que de la fierté. Aux yeux de sa famille, Nikita est mort en héros. Un sacrifice nécessaire selon sa mère. Bien sûr, je suis pour que tout cela continue. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, on enterre nos enfants pour rien. Ils sont là pour une raison, non? Ils défendent notre patrie. Personne ne sait ce qu'il se serait passé si nos gars n'étaient pas arrivés les premiers, s'ils n'avaient pas pris les devants. Ils ne tuent pas de civils. Tout est clair. Le monde entier sait que nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine, nous sommes en guerre contre l'OTAN. Seules les cousines du soldat disparu osent exprimer une once de regret. Au début, je ne réalisais pas ce qu'il s'est passé. Et quand il y a eu l'enterrement, c'était que des larmes. C'était horrible. Mais Nikita a fait son choix. Il voulait se battre pour sa patrie. Alors oui, il y a de la fierté, mais peu importe. J'aurais préféré qu'il soit vivant. Je peux récupérer ce dont tu as besoin et te le ramener. Sergueï, un ami de la famille, est également venu se recueillir. Mais il fond en larmes. Car lui aussi a perdu son fils en Ukraine. Il avait 24 ans
et a été enterré 3 jours après Nikita. On leur a tiré dessus avec des mortiers. Ils étaient en mission, ils étaient en opération. C'était sa deuxième guerre. Il a de nombreuses décorations. Vous êtes fier? Oui. Comment ne pas être fier? Il est allé en Syrie. Il a été récompensé 3 fois pour ses combats. À Louga, petite ville de 30 000 habitants, la symbolique militaire est partout. Des stèles rendent hommage aux soldats tombés en Afghanistan. Dans les parcs pour enfants, des vieux chars de l'armée soviétique. Et partout dans la ville, des affiches de recrutement pour l'armée. Nikita a grandi dans ce quartier résidentiel. Au domicile familial, son souvenir est partout. Allez, buvons au nom de Nikita. Souvenons-nous de Nikita. Buvons à la paix. Oui, à la paix. À la paix dans le monde entier. Pour s'assurer du soutien sans faille de la famille à l'armée russe, les autorités lui ont versé une forte somme d'argent. Oui, bien sûr, ils nous ont aidés. J'ai reçu des paiements du président de la région et de l'unité militaire. Puis, de l'argent pour l'assurance et pour l'enterrement, venant de l'administration. Près de 15 millions de roubles au total. 15 millions de roubles, soit plus de 200 000 euros. L'équivalent de plus de 35 ans de salaire médian en Russie. Nastia est également très fière de cette médaille militaire. C'est l'ordre du courage qui lui a été décerné. Nikita l'a reçu à titre posthume. C'est la deuxième médaille la plus importante en Russie. Je suis fière du président, de mon pays et de mon fils, c'est certain. Nikita s'était engagé dans l'armée en octobre dernier, juste après son service militaire. Au moment de son départ pour l'Ukraine, sa mère lui avait fait part de son inquiétude. Je ne l'ai pas laissé partir. Je lui ai dit pourquoi? Où vas-tu? Sur quel front? Quel combat? Mais il ne m'a pas demandé la permission. Il m'a juste dit qu'il y allait, qu'il avait déjà signé un papier et qu'il allait participer au combat. En Russie, le nombre de morts au combat est devenu un secret d'État. D'après les estimations de l'OTAN, entre 8 000 et 15 000 soldats russes auraient péri en Ukraine. Pour tenter de faire plier Poutine et qu'il cesse sa guerre, l'Occident a pris des sanctions économiques sans précédent contre la Russie. La plupart des banques ont été exclues du système bancaire international. Impossible de retirer avec une carte étrangère. Plusieurs enseignes occidentales se sont retirées du pays. Je pense que nous pourrons nous passer de ces marques. Et nous pourrons nous passer de beaucoup de choses. Nous sommes un peuple très patient et un peuple très déterminé. Nous allons surmonter tout ça et ce ne sera pas la première fois. Mais quel impact réel ces sanctions ont-elles sur le quotidien des Russes? À Moscou, difficile d'imaginer que l'on se trouve dans un pays en guerre. Les terrasses sont pleines et les rues commerçantes bondées. Pour les petites entreprises, en revanche, la situation pourrait rapidement devenir catastrophique, comme pour celle de Sergueï. Où sont les étiquettes? Depuis quelques semaines, sa brasserie artisanale n'a plus qu'un seul client à livrer. Depuis le 24 février, à cause de tous les événements, on a des problèmes d'approvisionnement, de logistique en général, de douane, de taux de change. Avant la guerre,
Il brassait des bières artisanales qu'il vendait à des bars branchés. Mais avec les sanctions, il ne peut que se fournir en blé russe. Un blé qui produit une bière bas de gamme, qu'il vend moins cher. C'est de la lager toute simple, sans grand intérêt. La différence est à peu près la même qu'entre un vélo et une moto, ou entre une arme en plastique et un fusil de chasse. L'entrepreneur est très remonté contre le régime, car la guerre assombrit fortement l'avenir de son pays. Dans les régimes autoritaires, surtout lorsqu'ils basculent petit à petit vers le totalitarisme, il est malheureusement impossible de protester efficacement. Car contrairement aux pays avec une démocratie saine et qui fonctionne, dans un régime autoritaire, toutes les méthodes et les possibilités de protestation sont très sévèrement punies. Sergueï n'est pas encore sûr que sa brasserie survive à la guerre. Loin des grandes métropoles, dans les campagnes pauvres, les préoccupations des Russes sont plus matérielles que politiques. À Arsenievo, une petite ville de 4500 habitants à 5 heures de route au sud de Moscou, l'isolement du pays n'a pour l'instant pas bouleversé le quotidien des habitants. Ça, c'est propre. Il faudra qu'on donne le café à Macha. Natalia vit dans cette maison typique en bois avec sa fille. Cette couturière à la retraite est très pieuse. Je connais tous les saints. Voici Saint Georges le Victorieux, Séraphin de Sarov, Notre-Dame guérisseuse, la Mère de Dieu des 7 flèches. Elle préfère ne pas savoir ce qui se trame en Ukraine. Tout est la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe, tout est par la volonté de Dieu. Et ça a toujours été comme ça, à toutes les époques. Je ne m'intéresse pas à la politique. Je ne regarde pas trop les programmes politiques, parce que ça me rend nerveuse. Malgré sa maigre pension de retraite de 200 € par mois, Natalia est peu affectée par les sanctions. Du poulet, des carottes, des produits surgelés à base de poisson, du fromage à pizza, encore du poisson. C'est juste que la monnaie, le rouble, a perdu un peu de sa valeur. Disons qu'avant, pour 1000 roubles, je pouvais acheter un paquet comme ça. Et maintenant, pour 1000 roubles, je ne prends qu'un demi-paquet. Comme des dizaines de millions de Russes, on y va. À l'arrière de sa maison, Natalia possède un potager. Là, j'ai une serre ancienne. J'y cultive des concombres précoces, des tomates, des poivrons, des fleurs. Ça, c'est de l'engrais. Et encore de l'engrais. Et dans son cellier, la retraitée a de quoi tenir un siège. Les Russes adorent les concombres. Impossible de vivre sans. Dans ses bocaux, des fruits et des légumes qu'elle fait mariner selon une tradition ancestrale. Ils se conservent plusieurs années. S'il y a une crise, nous ne paniquerons pas de toute façon. D'une manière ou d'une autre, on se rassemblera avec les gens de notre village. Nous planterons plus de pommes de terre. Nous ferons encore une fois plus de concombres marinés et de confitures. D'après les prévisions économiques, la Russie devrait connaître une récession de 12% en 2022. Le plus fort recul depuis les années 1990.